Salut tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelles. Stéphanie Léveillé-Denis est avec nous! Amélie Paul! En remplacement de Alex qui nous quitte. Ah, c'est ça son nom, je me rappelais déjà plus. Oui, non, c'est ça, c'est toi maintenant, ma partner, pour voilà. Le prochain mois, je crois. Ben, je crois que oui. Écoute, Alex a eu un nouveau contrat, on le félicite d'ailleurs. On le félicite, oui, tout à fait. En ayant un nouveau contrat pour Alex, moi, ça m'en donne un, puis je viens animer ce matin. Je suis triste que tu partes. Amélie. Je suis triste que tu partes, Alex, mais je suis très contente que Stéphanie soit là. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets intéressants, dont sport et diplomatie avec Rarez Bourlaco. C'est très intéressant. Ça, c'est bon. On va voir du vin. Nicolas Vincent Poirier nous parle de Black Panther. Oui, très intéressant aussi. Et on reçoit des gens pour nous démontrer l'efficacité du yoga en milieu scolaire pour la persévérance scolaire. Le gouvernement doit hausser le financement du transport scolaire. Un scénario de crise dans le transport scolaire plane au Québec et Laval n'est pas épargné. L'industrie fait face à un manque de main-d'œuvre. Stéphanie Paré, directrice des autobus La Montréalaise Inc., Martin Paquette d'autobus Robert Paquette et Fils et Michel Galland, président et propriétaire des autobus Galland, des autobus Duplessis, admettent sans détour que le gouvernement doit hausser le financement du transport scolaire pour permettre à l'industrie d'offrir des emplois mieux rémunérés. Selon eux, l'inaction du gouvernement influence directement le recrutement et la rétention chez les chauffeurs. Ils déplorent que les salariés touchent un taux horaire moyen de 17,86 de l'heure pour un revenu annuel moyen de 19 288 alors que d'autres reçoivent 12,07 de l'heure, un taux avoisinant le salaire minimum sans autre avantage social. Ils suggèrent que le gouvernement crée des enveloppes budgétaires bonifiées, dédiées et fermées afin de financer adéquatement l'augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail dans le secteur. Ils sont d'accord pour dire que le transport scolaire offre généralement des conditions dérisoires par rapport aux lourdes responsabilités et la complexité du travail. Ce n'est pas un métier reconnu, ajoute M. Paquette. Ils affirment tous que la sécurité des enfants prime avant tout. Enfin, une pétition a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale et le STS sollicite l'appui de la population à leur demande formulée au gouvernement du Québec. Ce matin, dans le cadre de la Semaine de la persévérance et réussite éducative, on a un partenariat qui se poursuit pendant une dizaine de semaines avec Pascal Charret. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Donc, les journées de la réussite scolaire, ça a débuté la semaine passée. C'était en classe pour une période d'environ une semaine, mais les activités se poursuivent jusqu'à la fin de l'année scolaire. Oui. Et puis, là, on parle yoga, on parle jeunes, on parle aussi d'un programme à long terme. Explique-nous exactement c'est quoi ton programme, c'est quoi les associations. Pascal, t'es prof de yoga? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai un studio qui est en face de l'école alternative L'Envol avec qui on fait le projet. Plus, on a l'Association des retraités et aînés et retraités de Laval qui est dans le projet. On est 3 qui s'unissent pour faire un plus pour la réussite scolaire. Là, on a commencé la semaine dernière. Donc, ça s'étale sur 10 semaines. On appelle ça le projet MIA, pour M pour méga, Y pour yoga, puis A pour aventure. Alors, sur 10 semaines, il va y avoir le mercredi, vendredi, des séances de yoga offertes aux jeunes. Gratuitement? Oui, gratuitement. Puis là, on a l'héroïne Mia qui est avec eux, qui vit toutes sortes de défis. Puis là, les jeunes vont nous aider à relever les défis de Mia, ainsi que nos aînés qui sont présents aussi, qu'on appelle nos sages. Alors, c'est une occasion pour les jeunes de prendre contact avec leur corps, leur respiration, d'apprendre des routines pratiques pour leur concentration, le calme, la relaxation. Garder le focus. Oui, puis développer aussi, de se découvrir un petit peu à travers ça, tu sais, parce qu'on peut faire le héros en yoga, on peut faire une déesse en yoga, on peut faire un loup, comme là, je vais parler du loup blanc mercredi, là, qui est très persévérant, qui peut faire 10 km, 10 heures de voyagement durant une journée juste pour aller se nourrir, bref. Et associé à ça, il va se rajouter au cours des 10 semaines toutes sortes d'activités. Donc, on a des aînés qui sont, la semaine prochaine, qui se mettent à écrire des messages de sagesse aux jeunes. Wow. Dans chaque classe, il y a des boîtes de sagesse qui vont... Donc, les jeunes vont être invités à lire les messages que les sages ont écrits.
Et puis, il y en a d'autres, après, il y a une autre semaine, il y en a des aînés qui vont venir en classe lire avec les jeunes ou écouter lire. Wow, Donc, ça, c'est une autre les jeunes font la lecture. Oui, fait qu'ils vont aînés. faire un petit peu lecture pour... Puis ça, c'est une façon pour les jeunes aussi d'être stimulés, motivés, puis de favoriser leur apprentissage au niveau de la lecture. Parce que c'est un des aspects de ce projet-là, c'est de les encourager à lire, à écrire, à bouger, à apprendre sur eux, à développer l'estime de soi. D'ailleurs, en bout de ligne, il y en a qui vont être appelés à écrire un livre sur leur héros personnel, inspiré. Ouais. Ça se pourrait que ça serait un des aînés qui est venu vous aider? Oui. Puis il y en a qui vont venir nous aider à faire les aînés vont nous aider à faire les pages couvertures de leurs petits livres. D'accord. Oui. Mais je suis curieuse, excuse-moi, je suis curieuse de savoir c'est quoi l'interaction avec les jeunes, les aînés, les jeunes. Je veux dire, pour les aînés, j'imagine que ça les garde stimulés, ça les garde jeunes. Les jeunes, est-ce que les enfants les voient comme un petit peu plus avec respect ou... Oui, il y a des chimies qui doivent se créer. Oui, c'est ça. Bien, c'est juste pour vous visualiser un petit peu la séance de yoga qu'on a eue la semaine dernière. Bon, là, c'est sûr, les enfants les regardaient, tout ça. Mais il y a eu des contacts. Oui, c'est ça. Mais il y a eu des beaux contacts. Tu sais, la mamie qui est là puis qui parle aux enfants, OK, là, calmez-vous, là, on se relaxe, là. Puis il y en a d'autres il y en a qui vont parler aussi, exprimer leur histoire, tu sais, des histoires de vie. Je sais qu'il y en a qui vont aller raconter ça. Comme j'en avais deux, des aînés qui viennent faire du yoga, ils ont vécu des aventures sur un grand catamaran dans des orages, fait qu'ils vont aller parler de ça un peu pour les personnes aînées qui viennent se greffer à ce projet-là, ça doit changer un petit peu leur quotidien, leur vie aussi, ça doit leur amener un petit peu de J'avoue, j'ai eu 3 sages qui sont venus hommes, OK, la semaine dernière. Puis là, ils ont beaucoup aimé l'expérience. Ils sentaient que, hey, c'est le fun. Ils contribuent encore à la société. Puis il y en a d'autres la petite, elle vient la voir. Ah, ma mamie aussi, elle s'appelle Suzanne, tu sais. Puis il y a une autre, un câlin. Fait que, tu sais, il y a comme, je pense qu'il va se développer, c'est ça, des petits moments magiques qui vont faire une différence chez le jeune que pour l'aîné, qui des fois, ils sont un peu isolés, hein, pris dans notre monde de fous, là. Fait que, il y en a d'autres qui sont très actifs, là, mais il y en a d'autres que, ouf. Ça a un petit quelque chose de magique, le yoga. Moi, je le dis toujours. C'est magique parce que c'est pas si difficile. Oui, il n'y a rien de facile d'en faire les pauses adéquatement. Mais je trouve que les bénéfices, après ça, sont bien plus forts que la difficulté. Absolument. Puis on s'en souvient, hein, c'est comme un outil où on rentre dans son corps, fait qu'on est dans notre ressenti encore plus, tu sais. Fait que là, quand on était dans DS, puis on restait, puis on dit « je suis capable », puis on sent nos muscles, puis qu'on le dit, ça a comme un impact. Il y a une visualisation au moment présent qui se fait. Oui, les enfants réagissent comment au yoga? Ils aiment ça? Bien, ils sont tous curieux. Bien, les plus petits, surtout, ils sont très allumés par ça parce qu'on travaille dans un monde aussi très près de la nature. Tu sais, l'arbre, on sait que on a fait un immense arbre, tout le monde connecté ensemble. On fait la pose du chien, la pose du cobra, tout de suite, l'enfant s'imagine quelque chose. Tout de suite, Puis ça les fait bouger. Ils préfèrent ça certainement. Oui, fait que là, je m'assure qu'on bouge dans notre petite demi-heure parce que là, c'est partagé sur leur ordinateur. Hein? Fait que là, on bouge, mais après, on descend. Fait qu'ils apprennent aussi à voir les différences. Puis comment je peux, être très actif, mais comment je peux retrouver rapidement mon calme aussi. Je trouve que quelque chose comme ça devrait être carrément pendant les heures de cours et non pas juste dans les heures de pause. À la sauvette, dans les heures de pause. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient pour le projet? Là, ça vient de débuter la semaine dernière. Là, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Pour les 10 prochaines semaines, le bateau vient de quitter le quai. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est qu'au bout de la ligne, je vous dirais, il va avoir, en tout, il va avoir eu 10 x 4, 40 séances de yoga. Il va avoir, on dit, plus de 300 livres lus. Même, on a notre club de Livre-Magie de l'école, ils ont un défi à stimuler les élèves à lire. Là, ils ont dit 300, c'est passé, on en veut 1000. Fait qu'ils vont aller stimuler tous les élèves pour lire des histoires. Ensuite, on a, on va avoir 50 messages par boîte de sagesse. Donc, je vous expliquais que les sages vont avoir écrit. Donc, on peut multiplier ça. Là, ils vont avoir 50 x 15 messages de lus, si vous voulez. Ensuite, la lecture, j'ai dit l'écriture. On souhaite qu'une belle gang écrive leur histoire. Tout à fait. Puis, on
termine ça, en bout de ligne, il va y avoir plus de 15 aînés qui vont participer. En tout cas, beaucoup de monde. La famille va être impliquée parce qu'il y a des capsules vidéo qui sont rendues dans les maisons. Wow! C'est où est-ce qu'on peut voir ça pour les gens à la maison parce qu'on manque de temps? Oui. Bien là, j'avoue que sur probablement la page Facebook de l'École alternative de l'envol, il va y avoir beaucoup de photos. Sur on va mettre un lien en bas de l'écran. La page Facebook de Yoga Cœur Action, qui est mon studio tout près du Centre de la Nature à Laval. La Parle aussi va avoir des infos comme ça. Parfait. Bon, j'ai des balles, là. Il y a plein on va faire une série de liens sur la page de TV Laval. Bien, un gros merci, Pascal. C'était un plaisir. Une super belle initiative. Bien, je souhaite que ça marche de tout cœur. On est tellement contents, tout le monde ensemble. C'est génial. Ça paraît. C'est étincelant. Merci beaucoup. Inondation 2017. La CAQ dénonce les délais de dédommagement. Alors que la coalition Avenir Québec soutient que presque la totalité des sinistrés lavallois des inondations printanières de 2017 attendent toujours d'être dédommagés par le gouvernement libéral, le ministère de la Sécurité publique avance qu'en date du 13 février, plus de 9,5 millions ont été distribués à ceux-ci afin d'entreprendre ou terminer des travaux de rénovation. Le ministère ajoute que 682 dossiers de réclamation ont été ouverts à Laval, soit une soixantaine de plus que les données émises par la CAQ dans un communiqué où le parti mené par François Legault mentionne que seulement 34 demandes, 5,5 %, ont été traitées et fermées à ce jour. C'est l'élu caquiste Sylvie Damour qui dit avoir obtenu, en vertu de la loi sur l'accès à l'information, des chiffres alarmants démontrant l'échec gouvernemental dans la gestion des inondations s'étant produites entre le 5 avril et le 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec. La députée de Mirabel s'en prend particulièrement à la lourdeur bureaucratique de la paperasse à remplir et soumettre du programme d'aide financière, ainsi qu'au délai, près d'un an après les événements. Pour sa part, via communiqué, le ministère de la Sécurité publique assure que tous les sinistrés dont la réclamation a été jugée admissible ont reçu au moins un versement destiné à la réalisation de leurs travaux de rénovation. On cite, « Les dossiers peuvent donc être très avancés. Ils demeurent ainsi ouverts pour que les sinistrés puissent faire d'autres réclamations. » Peut-on lire précisant qu'un dossier est reconnu comme étant fermé seulement lorsque tous les travaux ont été réalisés et que le sinistré s'est fait rembourser la dernière somme à laquelle il a droit. Également, dit le ministère de la Sécurité publique, des avances de fonds sont faites dès les premiers jours afin de permettre aux sinistrés d'assumer des frais déjà engagés. Exemple, nettoyage, mesures préventives, etc. Et d'amorcer les travaux de rénovation, le cas échéant. Plusieurs autres paiements sont effectués par la suite selon l'avancement des travaux et le remplacement des biens. L'assurance vie, c'est un sujet qui me fait peur un peu, je sais pas. Ça fait peur un petit peu. On a l'impression qu'on signe notre arrêt de mort, mais c'est pas le cas. On a l'impression qu'on paye pour quelque chose qui va jamais rien nous donner dans la vie. Alors, c'est ce qu'on va voir avec Monica Chukassi. Bien, imagine que demain matin, je t'amène une machine qui va produire l'argent pour toute ta vie. Je l'achète? Ben oui, parfait. Alors, non, je te la donne. Ah, tu me la donnes? Je la donne, cette machine-là. Écoute, Par contre, naturellement, on sait qu'une machine, ça peut briser. Oui. Une machine, ça peut avoir des problèmes de fonctionnement. Faut l'entretenir. On offre une garantie prolongée, un plan d'entretien. Est-ce que tu prends le plan d'entretien? Est-ce que tu prends la garantie prolongée pour la machine qui va produire l'argent pour toute ta vie? À moins qu'on en fasse produire d'une shot bien rapidement. On se met à deux pour l'achète. Mais vraiment programmée, elle a 100 ans de vie. On va le prendre, je pense qu'on va le prendre. Mais là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Alors, c'est sûr, tu vas prendre une garantie prolongée parce que tu ne veux pas que ta machine qui produit l'argent... C'est ça. Tu ne veux pas que ta machine qui produit l'argent... Alors, c'est la même chose. C'est toi, la machine, qui produit l'argent. Ah, c'est je toi. l'ai déjà. C'est toi la machine qui mais produit on est l'argent. fonctionnel. Mais effectivement, toi aussi, tu peux avoir différentes problématiques qui fait que tu n'es plus capable de produire de l'argent ou en produire moins. Mais ça se peut aussi que tu brises complètement et que tu ne sois plus capable d'en produire. Mais pour ce qui est de l'assurance vie, c'est seulement si on meurt. Dans le cas de l'assurance vie, oui. On parle de... Alors, mais il y a deux types d'assurance vie. Il y a l'assurance vie temporaire qui, elle, va régler un problème temporaire. Donc, on parle probablement... Une des plus grosses situations, ça va être l'hypothèque, qui va durer en moyenne 25 ans. Et l'autre, c'est le maintien de vie des enfants. Alors, si tu as des enfants, puis que, je sais pas moi, t'amènes 35 000 par année pour la subsistance de ces enfants-là et que du jour au lendemain, tu n'es plus là, bien, c'est évident qu'il faut que tu compenses. Exactement. Et si tes enfants ont 10 ans,
jusqu'à leur majorité, mettons pendant 8 ans, bien 8 fois 35 000, plus l'inflation. Même quand ils sont dans la vingtaine, c'est le fun de leur laisser... Mais c'est ça. Mais l'assurance vie temporaire, c'est vraiment pour une situation temporaire. Après, l'assurance vie permanente, elle a d'autres buts différents. Elle a aussi, naturellement, maintien de vie, ça peut avoir un héritage. Naturellement, tous les frais mortuaires, on parle dans n'importe quelle assurance vie. Ça peut être 10 000, 15 000 facilement à quasiment rien faire. Mais il y a aussi l'impôt. Les gens réalisent ça fait mal. Hein? L'impôt, à partir du moment où tu décèdes, tous tes contrats sont rompus. Sont rompus complètement. Sont rompus. Donc, si tu as une hypothèque avec la banque, non, ça n'existe pas. Si tu as une clause avec une banque, si tu as une entente avec une banque, il faut que tu payes les pénalités parce que tu Incroyable. Non, mais c'est normal, tu as rompu ton contrat. Alors, excusez-moi, je suis mort! J'adore les systèmes bancaires qui font leurs propres règles pour eux, par eux. N'importe quoi! Alors, puis souvent, les gens ne réalisent pas que, bon, il peut avoir la maison familiale, la personne qui reste, il faut qu'elle reste dedans, la personne. À ce moment-là, c'est le lègue, la maison, mais normalement, il n'y aura pas d'impôt sur cette maison-là. Mais si on parle d'un chalet ou, mettons, d'une maison secondaire, une maison à revenu, d'un triplex, alors à ce moment-là, oui, l'impôt. Alors, l'impôt va se baser sur quel était le prix d'achat de la maison. Alors, mettons, tu as un chalet, il est acheté 200 000, là, il vaut 1 million, ton chalet 20 ans plus tard. Donc, 800 000 de gains en capital. Oui, 50 de ce montant-là. 400 000. Donc, sur 400 000, le 400 000 va se rajouter au revenu du défunt de cette année-là. Wow. Alors, on peut calculer qu'à peu près, donc, on va avoir environ minimum 200 000 C'est bien ficelé, hein, ces trucs-là. On peut Alors, les gens intelligents vont prévoir le montant pour payer ce 200 000-là, parce que ça serait dommage qu'à cause de 200 000, tu perdes l'acquisition d'un chalet qui vaut 1 million, que tu peux vendre après. Mais là, idéalement, si tu vois ta mort s'en venir, c'est quasiment de le vendre avant de mourir. Ben oui, tu peux faire des choses, mais tu as toujours du gain en capital pareil quand tu vends quelque chose. Mais si tu hérites la maison de tes parents, tu n'habites pas dedans, c'est le même principe? Bien, si tu hérites de la maison de tes parents, tu n'as pas d'impôt à payer dedans. Même si c'est ta tante qui lègue une maison, si elle vit dans la maison, la tante, puis elle te lègue la maison, mais à ce moment-là, tu n'auras pas d'impôt. Mais il faut qu'elle vive dedans. Mais c'est ça, non, mais il faut que... Exactement. Quand le défunt ne vit pas dans la maison, là, c'est pas la même chose. Ce n'est pas sa maison principale. Alors, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un véhicule, ça peut être une œuvre d'art. Alors, souvent, il y a des personnes qui vont dire « Oh mon Dieu, moi, j'ai bien pensé à mes enfants. Je leur laisse chacun une bâtisse à revenus qui vaut, je sais pas moi, 2 millions. » Mais ils n'ont pas prévu l'impôt. Donc, c'est un cadeau empoisonné parce qu'ils ne pourront jamais en faire l'acquisition. Donc, finalement, à ce niveau-là, quand on s'achète des immobiliers, il faut vraiment prévoir le coût, surtout si on a des descendants, une femme, des enfants. Bien, à partir du moment où tu rencontres un conseiller en sécurité financière, il va te suivre dans ta vie, il va te donner les moyens, justement, que ça te revienne le moins cher possible pour protéger, finalement, ton patrimoine. Parce que ça serait vraiment dommage de faire autant d'efforts pour acquérir des choses et de les perdre. Et puis, est-ce que, contrairement à l'ancienne, peut-être 30-40 ans, on s'achetait une maison, c'était un investissement, on se bâtissait notre avenir financier, notre retraite avec ça. Est-ce qu'avec les prix des maisons qui ont augmenté de façon exponentielle dans les 20 dernières années, qui fait que maintenant, c'est plus papa qui travaille, c'est papa et maman qui travaillent, qui arrivent à peu près ici pour payer la maison. Est-ce que c'est encore un investissement avec tous ces petits pièges-là? C'est toujours un investissement. Je veux dire, la personne... Moi, j'ai beaucoup de jeunes puis là, quand je parle de jeunes, je parle de 20, 21 ans, 22 ans, oui, qui vont faire l'acquisition de duplex, de triplex. Ils vont avoir comme une ressource en arrière qui les back quand ils vont aller à l'institution financière. Par contre, ils ont les moyens de s'assurer d'être capables de payer au niveau de tout l'entretien, les dépenses. Et effectivement, c'est un excellent investissement, c'est un beau patrimoine. Puis c'est une façon aussi de t'assurer que l'argent que tu fais, elle est placée. Parce que souvent, si elle est dans tes poches libres, souvent, tu vas la dépenser. Puis là, tu te rends compte qu'après 10 ans, tu as peut-être dépensé 50 000, que dans le fond, tu pourrais avoir quelque chose qui en vaut 200. Si on se met à calculer puis à peser de force le crayon, je pense qu'on dépense plus qu'on pense. Bien, il faut faire attention. Chaque chose à sa place. C'est tout le temps qu'on avait, Monica, mais en matière d'assurance vie, j'imagine, plus on s'y prend tôt, mieux c'est, moins ça va coûter cher. Et voilà. Donc,
commencer tout de suite. Oui. Merci. Merci. La Maison de soins palliatifs de Laval reçoit 778 000 $. La 7e édition de la soirée gastronomique a engrangé la rondelette somme de 778 000 $ qui permettra à la Maison de soins palliatifs de Laval de poursuivre sa mission en maintenant gratuitement des soins et services de qualité aux patients en fin de vie. Au centre de congrès Le Palace, le 12 février, ils étaient quelques 400 généreux donateurs à prendre part à cette activité bénéfice annuelle relevée par une brigade de chefs dont la réputation n'est plus à faire. Depuis l'ouverture en janvier 2010, les 12 chambres de la maison ont accueilli plus de 1800 patients accompagnés de leurs proches parents et amis. Bien que les patients puissent y séjourner jusqu'à 3 mois, la durée moyenne d'un séjour est de 11 jours. Financée à hauteur d'un peu plus de 800 000 $ par année par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Maison de soins palliatifs de Laval compte sur l'appui et la contribution de la communauté pour couvrir 60 % de son budget d'opération. Les gens intéressés à soutenir financièrement cette cause peuvent faire un don par téléphone au 450-936-4300, poste 237. À Télé Laval, cette semaine, nous recevons une auteure de Laval avec son livre roman « Voyage au bout de la vie », Madame Louise Côté-Nantel. Bonjour et bienvenue. Merci, ça me fait plaisir. Bien, très content de vous recevoir. Et là, je sais que votre nom d'auteur, c'est Louise-Marie Saint-Vincent. Et Madame Saint-Vincent, je veux vraiment que vous me parliez du roman « Voyage au bout de la vie ». Avec plaisir. Comme on se le dit, Voyage au bout de la vie, il m'est venu une inspiration à un moment donné de dire il faut écrire le voyage le plus important de notre vie, c'est notre passage sur Terre. Alors, Voyage au bout de la vie est né de cette réflexion-là. Parfait. Et ce livre-là, justement, c'est le dernier, c'est le 3e, ce que je peux comprendre, c'est bien ça? Oui. Et un livre comme ça prend combien de temps à écrire à peu près? Oh, je ne peux pas vous donner de temps défini, mais plus d'un an, 1 an et demi, parce que j'écris à temps perdu, je n'écris pas à tous les jours. OK, vous écrivez vraiment quand ça vous adonne, parce que... Oui, quand j'ai le temps et quand l'inspiration est là, oui, effectivement. Exactement. Et c'est quand le meilleur... l'inspiration vient quand pour vous? C'est-tu plus le matin, en journée, en soirée? J'ai pas d'heure. Pas d'heure du tout? Non, ça peut être dans la nuit. Vient quelque chose, l'inspiration. À ce moment-là, je me lève et je prends des notes. Parfait. Et c'est comme ça que je peux construire l'histoire. Et c'est très, très différent de mon 2e livre. Alors, ça ne se répète pas, c'est pas tome 1, tome 2. C'est pas une suite, c'est ça? Non, exactement. Il n'y a pas de suite. Et je sais qu'il y a un personnage principal qui est un homme noir dans le livre, puis j'aimerais ça que vous m'en parliez un peu plus en profondeur. Pourquoi que j'ai écrit La vie d'un homme noir? C'est que cet individu-là, ce noir-là, était dans ma tête. OK. Et peu importe où j'essayais d'écrire autre chose, il était là. Il était même dans mes rêves. Alors, j'ai réalisé qu'il fallait que j'écrive son histoire. Ah, c'est bon, ça. Oui. Fait comme ça, quand c'est venu vraiment, puis là, vous avez commencé à écrire, puis le personnage a été créé comme ça. J'ai fait des recherches, remarquez. Oui. Tu peux pas écrire... Quand c'est de la fiction qui peut être réalité, on peut pas écrire n'importe quoi. Non. Ça prend des recherches. C'est ce que j'ai fait. J'ai été voir... les premiers esclaves noirs qui sont arrivés en Amérique. OK. Et ce personnage-là, qui s'appelait Joseph, que j'ai donné le nom de Brown, c'était un homme libre qui a été kidnappé et embarqué sur un bateau négrier en direction de la Virginie pour être vendu comme esclave. OK. En 1632. Wow. Ça, c'est véridique. Ça, c'est une vraie histoire. Oui, mais le Brown, c'est fictif. C'est moi qui lui ai donné le nom d'une famille. Alors, au fil des siècles, la famille Brown s'est perpétuée et j'amène mon personnage en 1935. Et là, il y a un petit garçon qui naît, qui s'appelle Danny, qui devient mon personnage principal dans l'histoire. C'est donc bien le fun. Et ce livre-là, c'est tout nouveau, c'est tout chaud encore. Ah oui. C'était sorti. Il y a eu un lancement de livre dernièrement. Oui, j'ai fait mon lancement de livre la semaine passée. Parfait. Et c'était très bien reçu. Oui. Très, très bien reçu. Ah, bien, c'est le fun.
Et là, moi, là, il y a quelque chose que je veux savoir, parce que j'ai vu ça avec les recherchistes, tout ça, là, c'est que votre nom, Louise-Marie Saint-Vincent, c'est le nom de votre mère. Oui. Que vous avez pris pour écrire. Mon nom de plume, oui. Votre nom de plume, exactement. Là, je veux vous me parler, là, pourquoi vous avez décidé de prendre le nom de votre mère pour... Bien, en mémoire de maman. OK. Parce qu'évidemment, on aime beaucoup notre maman. Oui. Et je trouvais que c'était un nom qui coulait bien, qui avait de la classe. Et mieux que côté Nantel, que c'était sexe. Exact. Alors, c'est pour ça. Alors, j'ai pris Louise-Marie Saint-Vincent. Qui se dit super bien. Qui glisse bien. Oui, exactement. Qui s'écrit bien, qui se lit bien, tout ça. Oui. Et là, je sais que vous venez de sortir votre 3e livre. Oui. Il y en aurait-tu peut-être un 4e qui va s'en venir bientôt? Ah, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Ben oui. Moi, j'ai dit, j'ai accroché ma plume. Personne ne me croit. Non, OK. Mais pour le moment, je me repose et je repose ma tête aussi. Oui, parfait. Et il y a quelque chose qui mijote. Ah, là. déjà? Ah oui? Déjà, mais ça mijote. Mais Ouais. il n'y a rien de concret. Alors, je laisse passer le temps. Voilà. On aura peut-être prochainement un nouveau livre ou une histoire qui va s'en venir. Et là, juste avant de terminer, à quel endroit qu'on peut se procurer votre roman si on va aller le chercher? Dans toutes les librairies, OK? dans la section roman québécois. Oui. Et c'est tout nouveau. Je crois que mes livres sont en librairie depuis la semaine passée. OK. C'est tout nouveau, là, oui, vraiment, oui, là, c'est ça. oui. Donc, dans la section roman québécois, oui. on retrouve le livre Au voyage au bout de la vie. Oui. Madame Et le voyage, un amour perdu Oui, parce également. que exactement. Puis tous les 3 albums se retrouvent, j'imagine. On peut les avoir deux. là. Les Il y en a deux. 2. OK, parfait. Le premier, c'était comme un essai. C'est un test, voilà. Du rodage, on va dire ça comme ça. Hey, Madame Saint-Vincent, un gros merci à vous. C'était super plaisant de vous rencontrer. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci aussi. beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Du football récréatif pour les 35 ans et plus. La Ligue de football récréatif pour les 35 ans et plus est présentement en campagne de recrutement. Ceux qui ont joué au football durant leur jeunesse et qui voudraient faire un retour pourront le faire, précise le président de la Ligue, M. Nelson Pereira. Les personnes de la région métropolitaine qui aimeraient s'initier à ce sport ont aussi une belle porte d'entrée. La plupart des joueurs n'avaient jamais porté un équipement lorsqu'ils se sont inscrits à la Ligue de football récréatif pour les 35 ans et plus. La Ligue amorcera sa 4e saison à la fin du mois d'avril et elle se poursuivra jusqu'en juin. Les joutes se tiendront chaque 2 dimanches au Parc Cartier à Laval-les-Rapides. Cette ligue a vu le jour parce que des hommes de 35 ans et plus, pères et entraîneurs de joueurs des équipes de l'Association régionale de football Laurentide-Lanaudière voulaient pratiquer ce sport de façon récréative, dans un environnement sécuritaire et vivre la même expérience que leurs enfants. Nous avons des arbitres fédérés, précise-t-il. M. Pereira aimerait compter sur la présence de 4 formations masculines et 2 féminines. Les femmes de 18 ans et plus sont également les bienvenues. L'année dernière, 2 équipes féminines faisaient partie de la Ligue. Nous espérons attirer plus de 150 joueurs, souligne le président. Nous tentons de former les équipes les plus équilibrées. C'est vraiment récréatif et amical. Bien entendu, certains joueurs sont plus compétitifs que d'autres. Le coût est de 300 $ pour la saison pour tous ceux qui pouvaient s'inscrire avant le 14 février. Le montant inclut 20 pratiques ainsi que les 6 matchs prévus au calendrier. Les inscriptions se terminent le 22 avril. Il en coûtera 340 $ pour ceux et celles qui s'inscrivent après le 14 février. L'équipement est fourni. De conclure, Nelson Pereira. Avec Rarez Bourlacou, cette semaine, on parle de sport, en fait, et de diplomatie. On va voir comment les Jeux olympiques de Pyeongchang, j'ai dit... Pyeongchang et non Pyongyang. Pyeongchang, non Pyongyang, aide à détendre les relations internationales. Mais c'est ce que l'on croit, C'est ce que l'on croit, en apparence. En Donc, apparence. Mais que se passe-t-il derrière la scène? Derrière la scène, c'est Fais-nous la un- diplomatie. Bonjour tout le monde. C'est la diplomatie qui fait son jeu. Bon, c'est quoi la diplomatie, si vous voulez? l'art Juste qu'on- d'envoyer paître quelqu'un. Puis oui. on adore ça. Non, moi je dirais c'est l'art de anéantir les différends par la négociation. Voilà. Donc c'est la négociation pour régler des maintient différends. la paix. Ouais. Voilà, OK. exactement, pour chercher toujours la paix, mais dans un contexte de gros différends. Alors, bon, on sait exactement qu'est-ce qui arrive, la péninsule coréenne divisée, etc. Exactement. Les 2 Corées sont séparées. Séparé, c'est comme une dernière trace de la guerre froide, si vous voulez, parce que la Corée du Nord, c'est un pays quand même artificiel, je veux dire, appuyé à l'époque
l'époque par l'Union soviétique, puis l'histoire fait en sorte qu'il continue dans l'imaginaire, son existence. C'est les gros méchants, là, tu sais, un petit peu. Effectivement. Ouais. Ben, il y a des gens qui disent que c'est un État voyou, ils font toutes sortes de choses, de magouilles, de drogue, c'est comme une plaque tournante de drogue au niveau international, de toutes sortes de mafias, des choses comme ça. Est-ce que c'est fondé ou c'est encore une fois des légendes urbaines? Non, c'est fondé. C'est très fondé, effectivement. Ils sont capables de s'insérer sur le marché mondial des drogues. Mais il y en a dedans. Puis il y en a dedans, mais il faut de l'argent pour appuyer l'armée nucléaire. Mais tout juste avant les Olympiques, on rappelle que pour les auditeurs à la maison, il y avait Donald Trump qui en avait une rengaine contre Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord. Et juste avant les Olympiques, les deux Corées se sont serré la main, on fait une trêve pour les Olympiques. Voilà, c'est un bon exemple de la diplomatie, d'un travail d'un diplomate. Alors, ils ont saisi cette opportunité, la paix, l'union internationale, etc., tous les réflecteurs braqués sur la Corée du Sud à l'occasion des Jeux, pour passer un message qui, en fait, se déroulait dans les coulisses. Il y a des fortes pressions, surtout exercées par les États-Unis, que ça change. Effectivement, c'est quoi? Mettre l'arsenal nucléaire nord-coréen sous le contrôle international. Alors, à son tour, la Corée du Nord, pour apaiser la tension, ils se sont mis d'accord avec leurs voisins, parce que c'est la même famille même, de... Unifier le pays. Unifier le pays, si vous voulez, sur le même drapeau à l'occasion de ces Jeux olympiques. On ne fera pas ça pour le bien-être de l'humanité, mais pour le sport, on va le faire. Donc, on utilise le sport comme un instrument. Ce n'est pas le but en soi-même de faire du sport ensemble. Un prétexte. Un prétexte, un instrument, un outil de diplomatie. Parce que, comme tu l'as dit, le spotlight international, présentement, il est là. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu les Olympiques, mais on dirait que les participants, pas les participants olympiques, mais les gens dans la foule, on croirait presque voir des figurants. Je ne sais pas si... Oui, des cheerleaders, comme aux États-Unis. C'est quasiment le Troisième Reich, là. Oui, en plus. Mais n'oubliez pas, on a vu la sorte de Kim Jong-un, comme une présence médiatique assez intéressante, qui était présent lors de l'ouverture, qui serrait la main au président hôte du pays hôte déjà. Alors, c'est la preuve, que la diplomatie travaille. Je vous fais une parenthèse, il ne faut pas oublier la grande ouverture de qu'est-ce qu'on voit de la Chine depuis quelques décennies. C'est réalisé, peu de gens savent ça, lors d'une compétition de ping-pong. Puis d'ici, le nom de diplomatie de ping-pong, qu'est-ce qui arrive très bref? Lors d'une compétition de ping-pong, la délégation chinoise approche la délégation américaine pour dire notre gouvernement veut envoyer un message à votre gouvernement d'une manière ping-pong. Par le ping-pong. Lors d'une compétition, puis les Américains ne croyaient même pas. Finalement, c'est avéré vrai. Alors, ils ont passé le message. Puis, sous le régime de Nixon, sur l'administration Nixon, Kissinger a fait cette visite secrète depuis Pakistan. Puis, à partir de ce moment-là, la Chine a renoncé à s'ouvrir, puis a mis de côté sa relation avec l'Union soviétique, puis est devenue qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est pas la première fois de l'histoire qu'il y a des trêves olympiques. Voilà. Sauf que, Rarès, je ne sais pas si je me trompe, mais moi, j'ai vu les patineurs artistiques représentants de la Corée du Nord, je les ai vus en entrevue. Puis ça a l'air tellement étudié, leur discours. J'ai l'impression que tout doit être surveillé. Là. Mais moi, j'en avais vécu. Imaginez-vous, moi, j'ai vécu personnellement 18 ans sur un régime qui était copie-collé de celui nord-coréen. Donc, on ne peut pas s'adresser aux médias comme on veut. Tout est censuré, tout est sous contrôle. D'ailleurs, on n'a pas même pas l'Internet. L'Internet en Corée du Nord, c'est interdit. C'est juste pour l'élite du parti. Là. Quelques peu de gens, ils ont c'est même pas comme en Chine avec un Internet contrôlé. Puis n'oublie pas que l'armée est présente, le service secret de la Corée du Nord sont présents. Ils entourent la délégation. La délégation ne peut pas sortir. C'est bien encadré, c'est bien. Ils doivent avoir envie de se sauver. Circonscrit juste dans un petit coin. Là, alors, c'est un spectacle, là, les Olympiques. Est-ce qu'on peut s'entendre que la diplomatie, souvent, c'est une question d'image, une question de projection, une question de...
on projette une certaine image, les gens adhèrent et puis on peut commencer un certain mouvement de changement? Tout à fait. Un spectacle pour atteindre à la fin des objectifs de nature politique. Toujours. Est-ce qu'ils ont le droit, tu penses, d'aller sur Internet? Non, dans leur temps libre? non, ils ne peuvent pas. Donc, ils sont toujours surveillés? Toujours surveillés par la police secrète qui est là. N'oubliez pas, alors, s'il y a un défaut dans le système, ça ne va pas être le sportif qui paye, mais bien le policier, le fonctionnaire de l'État. Des fois, ça pourrait être même la peine de mort. Parce qu'ils ont besoin de l'athlète pour faire dorer la Corée du Nord. Alors, oh mon Dieu, c'est épouvantable. C'est fou, hein, en 2018. Très intéressant. Écoute, dernier petit truc. Est-ce que tu crois que c'est pour durer la trêve Non, moi, je pense pas. Non, c'est la trêve olympique. Bon, c'est les Jeux olympiques. Ça dure 2 semaines, c'est ça veut dire que la diplomatie continue à travailler d'une manière secrète ou d'une manière plus ouverte. Ça va dépendre un petit peu du contexte. C'est sûr que la pression va s'exercer. Moi, je pense pas que les États-Unis vont lâcher le morceau hein? Ou on va arriver à un contexte extrêmement tensionné ou bien alors on pourrait avoir des résultats tangibles. Ça veut dire le renoncement à cette course d'un armement nucléaire de la Corée du Nord. Ben écoute, Rares, un gros merci. On se fait une suite de ça éventuellement. C'est très intéressant. Il y a toujours une fébrilité dans le studio quand, Vicky, t'es ici. Je sais pas pourquoi. On dirait que tes bouteilles de vin, ils excitent les gens en studio. Pas Stéphanie. Toi, ça change absolument rien. Écoute, on parle de 3 vins aujourd'hui, un rosé, un rouge et un blanc. Tout à fait. Il n'y a pas de mousseux là-dedans. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais c'est correct. Je t'aime quand même. Meilleure chance la prochaine fois. On commence avec Domaine Laroche de la Chevalière. 3 grappes blanches. Exactement. Tout à fait. Fait que je vous amène avec moi. On part du Québec puis on s'en va en France. On s'en va en France. Et puis là, donc, Domaine Laroche qui, ici, est très connu pour ses chablis, mais là, on est dans le Languedoc, alors IGP Pays Doc, les 3 grappes blanches, un beau chardonnay, un assemblage de chardonnay, chardonnay, terret et sauvignon blanc. Et on est en bas de 15 $. C'est un beau vin passe-partout. Donc, ici, vous avez... je vous invite à le déguster si vous voulez. On le sent, puis après ça, on les goûte. OK, on sent... On n'a pas besoin de regarder comme ça, nécessairement. Oui, bien, on regarde toujours la robe et ensuite... Moi, j'essaie toujours de voir en dessous de la robe. On fait un premier nez, puis ensuite un deuxième nez. Ça se peut que la deuxième nez, il est plus fruité? Bien, en fait, le premier nez, normalement, on ne devrait pas bouger notre verre. Il ne faut pas l'aérer. Non. Puis ensuite, on sent quelque chose. Des fois, il est ouvert, il est moyennement ouvert ou très ouvert. Mais là, on fait ça pour l'ouvrir. Puis deuxième nez, là, faut tourner dans le sens horaire. Ou peu importe. En tout cas, vous lui donnez un petit coup. Là, il sent plus fruité. Vous voyez, il s'est ouvert. Vrai. Je pensais que je verrais pas de différence, mais j'en voyais une, je suis fière de moi. Fait qu'on a toutes sortes d'arômes qui nous viennent au nez. C'est frais. C'est frais, c'est fruité. Oui, OK. On peut goûter? Excusez le petit bruit. C'est la rétro-olfaction. Ça passe bien, ça. Oui, je savais que c'était la rétro-olfaction. Alors ici, donc... c'est très bon. J'aime ça. Ça, je pourrais boire ça c'est doux. Seul comme ça, sans accompagnement. C'est ça. Donc ici, c'est pour ça que je vous disais, vin passe-partout, autant en apéro, en entrée, en plat principal, sur le bord de la piscine aussi. Ça pourrait être vu exactement seul. Où est-ce que j'étais dans ma tête, là. Sans nécessairement l'accorder avec... Donc, tu sais, on a un super de bel assemblage ici qui va aller avec plusieurs choses. Autant en entrée, un petit tartare de saumon, de thon. Autant on va y aller avec des poissons en sauce, tu sais, un filet d'aigle fin avec une sauce blanche, un poulet aussi, tu sais, en sauce, ou une salade repas. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les salades repas. Convient très bien aux végétariens. Et voilà, et voilà. Donc, voilà, donc Mas-la Chevalière, 3 grappes blanches. On s'en va en Provence, on reste toujours en France. Aujourd'hui, ça a donné comme ça. On voyage en France, oui. Et là, on s'en va Côte-d'Aix en Provence. Parfait. Château-Beaulieu, Côte de Provence. Tout à fait. Fruité, généreux. Oui, selon la pastille de goût SAQ. C'est ça, exactement. Tout à fait. Alors, Côte-d'Aix en Provence. Provence qui nous fait penser lavande, les champs de lavande, la garrigue. Légèreté. Soleil. Oui. Douceur. Et puis là, ben moi, comme je dis toujours, pas besoin d'être juste l'été pour boire du rosé. Moi, c'est rosé égale à l'année. Toute l'année.
Je t'aime bien, là. Tu es quand même une bonne amie pour On moi. s'entend bien avec Vicky. Alors, ici, première fois, On ne premier-né, bouge pas. Premier-né, il est plutôt plus restreint. Il est très hein? discret. Ouais. Puis là, le deuxième-né, vous allez voir, là, ça va s'ouvrir. Hey, je savais pas. Savais-tu que c'était pour ouvrir? Déjà, là? hein, on sent... On sent qu'il y a plus sent qu'il y a d'arôme plus de qui nous bouquet. vient au nez. Oui, mais c'est doux. C'est tout Ouais. en douceur. Ça fait un petit peu d'arôme de pamplemousse rose. Ouais, un petit agrume quelque part là-dedans, là, une petite acidité. Est-ce qu'on va le retrouver nécessairement en le goûtant? Oui et non. Pas vraiment. Tu sais, c'est comme, on sent qu'il y a, oui, il y a les fruits À la exotiques, fin, tout ça, ouais. il y a de la fraîcheur, il y a le vin est quand même Oh, croquant. on le sent. Il y a un petit côté gourmand, mais pas trop. Ici, on a quand même juste 1,9 g de sucre par litre. Il n'est pas Donc, très sucré, non. mais il y a un sentiment sucré sans que ça le soit trop. Je m'exprime mal. là, j'ai pas non, les mais termes, c'est là. ça. Ben, c'est ça, il est sur le fruit, Ouais. mais il est pas trop, tu sais... Ouais, on sent les agrumes. Puis Ah, ça, c'est bon. Ça, on agence ça Intéressant. avec quel genre de plat? C'est vraiment pour le bar de la piscine, ça? Ben, ou oui, on peut encore une l'agrémenter fois, de un beau nourriture? vin de piscine, Ouais. une bisque de homard, ça pourrait être super bon. on Une va-tu coquille dîner? Saint-Jacques. On amène les bouteilles pour on va dîner Puis après. j'oserais même le mettre avec un dessert. Oh! Tu sais, par exemple, Ouais, je peux tarte aux imaginer. fraises. OK? Avec le petit ouais. côté acidulé. Oui, c'est qui ça, est ça fun. va aller s'agencer. Ça pourrait être très agréable. Il y a un petit côté salin aussi au vin que je trouve. Ouais. Et puis là, ben, en fait, on est en bas de 16 $ avec ce vin-là. Wow. Coteau d'Aix-en-Provence, rosé à l'année. Oubliez pas, c'est super bon. Puis Ouais. moi, je vous invite Excellent à peut-être faire commencer vos invités avec ça si vous les recevez un soir, pourquoi Rosé, pas. Tu sais, les au lieu de rosés. commencer avec... Rosé, les rosés. Voilà, le nouveau Hey, ça slogan. pourrait être un très bon slogan. Donc fait. ici, c'est Je mets 60... mon, Tout à fait. 73 de Grenache avec 27 de Cabernet Sauvignon. Alors, ça fait, vous voyez, ça fait un très bel assemblage. Tout à Et fait. puis, les gens souvent n'osent pas trop les rosés parce qu'il y en a qui se sont fait échauder avec des choses un peu Des trop rosés de sucrées. dépanneur, ouais. Ah Et oui. puis, bon, oui, il y en a qui aiment ça, puis tant mieux. Puis, il y en a d'autres que, tu sais, ils vont y aller avec quelque chose de plus rosé et plus léger. Voilà. On augmente d'un cran ici, là, dans parce qu'on y va autour de 25 $ pour la prochaine bouteille. Oui, si je me tout à trompe fait. pas. On va Ben là, sur on se gâte. quelque Là, chose On d'autre. gantons-nous. Exactement. Et Stéphanie, elle disait qu'elle l'a senti, puis elle disait, mon Dieu, avec un bon steak, ça serait incroyable. Tout à fait. Alors, là, on reste toujours en France et on revient dans la même région que le premier vin. On est dans le Languedoc-Roussillon, l'appellation Collioure. Merci. Et là, ici, on est proche des Banyuls. Donc, J'ai fait Claude une Poli est conférence de situé Faut pas le boire, proche ça. des Banyuls, mais on est sur l'appellation Collioure. Donc, Donc, au Ça premier sent nez, bon. ici, on est sur un ça assemblage sent, de ça sent la trois viande cépages. rouge qui irait bien avec ça. Je sais pas si c'est mon petit côté carnivore, là, mais c'est à toi de me dire. Tout à fait. Alors là, vous voyez, le vin est quand même plutôt vert, même si on ne l'a pas encore Vraiment, brassé. ouais. On sent les fruits rouges, les fruits noirs, les épices. ouais, et j'aime puis, c'est très aromatique. Ouais, on a le goût de il y a croquer du dans les caractère, celui-là. fruits. Tout à fait. Puis là, ben, quand on le brasse, il y a plus... ça s'ouvre. Alors ça, c'est dans ma palette, définitivement. Je dis ça depuis tantôt, là, évidemment. Là. Non, mais ça, avec un bon steak, là, je l'ai dit depuis tantôt, depuis que je l'ai senti, le bouchon, Les trois sont dans ta palette. c'était... Wow! Non, mais ça, particulièrement, là, c'est le genre de truc qu'on va au restaurant, on se commande une bonne bouteille, passe Ouais. du bon temps, on déguste avec un bon steak. Moi, je suis peut-être carnivore un petit peu. Mais c'est Un petit parfait. peu trop carnivore. C'est vraiment l'accord parfait. Tout ce qui est viande, gibier, vous aimez plus, Les mettons... viandes sauvages aussi. Oui, avec un petit Est-ce que peu ça de- serait un sacrilège de servir avec du poisson? Ou... Pas mal. Je pense Ouais, hein? que ça serait Ouais. pas un sacrilège. Il y en a qui aiment ça, mais c'est pas l'avantage. C'est pas, on l'avantage pas, le vin. Non, Et parce puis, qu'on on veut pourrait aller y avec aller dans cet ordre. Non, pas dans cet ordre-là, hein? les Durant un poissons. souper. Oui, exactement. C'est toujours du plus léger au plus corsé, OK? Puis c'est sûr que si on veut absolument un vin rouge sur du poisson, il faudrait y aller avec quelque chose de plus léger, comme un gros steak merlot, de thon, un de pinot barbecue, noir, peut-être. tu sais. Et puis le steak de thon, ben avec un pinot noir, je le verrais. Ça tu sais. marcherait, oui. Tandis Mais que là, barbecue ici... pour qu'il y ait un petit peu de... Ouais. petit côté un petit peu plus charnu, mettons. Parce que les vins rouges, des fois, ça a tendance à nous faire paraître que notre poisson est moins frais. Ouais. Ah, intéressant. Puis ça, aussi, c'est un bon truc. puis aussi Mais le des goût fois, du poisson disparaît. tu vas avoir des fois une drôle de sensation parce que là, tu vas avoir un bon vin rouge, une bonne
un bon poisson, mais ça marchera pas ensemble. Mais Vicky, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, mais super intéressant et c'est avec un petit feeling qu'on vous quitte. Qu'on termine, cette chronique. Claude Polly, Collioure, allez vous le chercher, c'est nouveau en SAQ. Parfait, Un gros merci, puis ça me fait plaisir. Santé. Santé! Le 18e film de l'univers cinématographique de Marvel, La Panthère Noire, vient de prendre l'affiche et c'est le 6e film de la phase 3. Et j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, la phase 3. Nicolas, Chaque phase est une évolution de l'univers cinématographique de Marvel. La première phase, c'était l'introduction à tout ça. Tout l'univers. Donc, c'était pas le premier film, La Panthère Noire. Il y avait comme un univers qui était introduit avant. C'est le premier film avec un super-héros noir. Et ça, un réalisateur noir, un cast noir, scénariste noir aussi. Ryan Coogler. Donc, c'est un film très, très important, surtout pour un blockbuster, parce que quand on parle de blockbuster, on parle de produits dérivés, des bonhommes, des jeux vidéo et tout ça. On parle d'une très grosse machine. D'une énorme machine. Et souvent, les enfants noirs, la plupart des héros, on ne se le cachera pas, qui font partie de l'imaginaire. Bon, c'est tous tous blancs. Sont tous blancs. Oui. Et là, tout à coup, tu as un héros qui arrive, noir, et tous les produits dérivés qui vont arriver avec ça, ça va donner, ça va envoyer un message très positif à C'est vraiment la première fois que ça se passe au cinéma? Ben, c'est la première fois dans l'univers Marvel. Dans l'univers Marvel, ben aussi, les acteurs, tous les acteurs principaux sont presque tous noirs. Je veux dire, on voit pas ça, on ne voit pas ça dans les blockbusters d'habitude. Le Cosby Show, non. Non, mais ça, le Cosby Show, bon, c'est d'autres choses, là. Mais tu sais, c'est la première fois qu'on voit ça. Le film a coûté 200 millions, a rapporté jusqu'à date énorme succès, 400 millions à travers le monde dans sa première fin de semaine. Déjà rentable. Oui, et surtout, ben, c'est arrivé juste, je pense qu'ils ont break-even, parce que la publicité, je présume qu'elle a coûté extrêmement cher. Ouais. Surtout que ce film-là sort, c'est le film qui sort le plus tôt dans tous les films de Marvel. D'habitude, c'est au mois de mars que les films sortent. Le mois de février, c'est pour tester des nouvelles franchises. En 2016, le film Deadpool est sorti au mois de février. Et bon, ça avait bien marché. Ça avait très bien marché, mais c'est un film de super-héros assez vulgaire et très violent. Donc, on testait le marché pour ça. Black Panther, c'est la même chose. On ne veut pas qu'il fasse compétition à tous les gros méga blockbusters qu'on connaît. Donc, on le met au mois de février pour tester le marché. On inaugure la franchise avec ça. Mais il aurait très bien pu rentrer en compétition contre les gros blockbusters, non? Peut-être, mais en même temps, c'est un personnage que personne connaît. Oui, on l'a vu, bien, très peu de gens connaissent. Dans les bandes dessinées, on l'a vu. Dans les bandes dessinées, il est là depuis 1966. Les amateurs de bandes dessinées s'en rappellent. Oui, on l'a vu dans Civil War en 2015-2016. Mais sinon, on ne le connaît pas assez pour aller le voir au cinéma si on va dire... est-ce qu'il pourrait faire compétition à Superman? Je parle du premier. Je ne suis pas sûr s'il aurait pu faire compétition. C'est sûr que là, maintenant, ça va être une franchise établie. Black Panther, on va connaître ce personnage-là. Donc, à l'avenir, c'est sûr qu'il pourrait faire compétition à tous les Superman de ce monde très, très, très facilement. Bon, écoute, parlons justement de ce Black Panther, de ce personnage. Moi, personnellement, j'ai vu les figurines en magasin. J'ai tout le temps trippé sur Batman et ces trucs-là. Et je dois dire qu'il ressemble beaucoup à Batman, esthétiquement, dans le look, etc. Je trouve qu'il y a un côté très, très Bruce Wayne dans l'astuce. Raconte-nous d'où est sorti le personnage, parce que là, moi, Black Panther, ça me rappelle le mouvement Black Panthers de la fin des années 60. D'ailleurs, les Noirs cherchaient à prendre leur place. Bien justement, tu dis le mouvement Black Panther. Le héros Black Panther a été créé 2 mois avant la sortie du mouvement Black Panther en 1966. C'est pas suivi de... Exactement. Et le film, dans le fond, le Black Panther, c'est le prince, je ne me rappelle plus de son nom, là, mais c'est le prince héritier du pays, le Wakanda, qui est un pays imaginaire en Afrique. C'est lui qui nous rejoint sur courriel, prince, mon grand-père est mort, oui, c'est ça, exactement.
Je pense pas parce que le Wakanda, ce pays imaginaire-là, a le métal le plus précieux au monde. Un métal imaginaire qui s'appelle le vibranium, le plus rare au monde, le plus cher. Et eux autres, ils en ont une espèce de montagne pleine parce qu'à un moment donné, il y a un météorite qui a frappé le Wakanda. Donc, eux, ils possèdent une technologie 1000 fois plus avancée que tout ce qu'on peut connaître sur Terre. Mais la différence, c'est qu'eux, ils se cachent du reste du monde. Il faut croire qu'ils sont un simple petit pays où il y a vraiment rien qui se passe. Pour cacher cette richesse-là, pourquoi la cacher? Parce que, pour pas que les gens s'approprient cette technologie-là, tout ce vibranium-là, et faire quelque chose de partir de guerre. Ils se cachent derrière l'image d'un pays du tiers-monde, finalement. Exactement. Et notre héros a été contaminé par le vibranium. Non, c'est pas qu'il est contaminé, c'est que son costume est fait en vibranium, et lui, bon, il défend les intérêts de son pays au début, mais bon, plus ça va aller. Puis, tu sais, c'est un message aussi, c'est un message indirect à l'administration Trump. Tu sais, plus tu es puissant, plus tu dois t'ouvrir sur le monde et non te fermer. Tu crois vraiment que c'est un message qui a été imposé, incalqué dans le film? Non, c'est sûr que, écoute, ce film-là, peut-être le Ryan développement... Coogler, ça il tentait de passer un petit mot. Oui. Mais toi, Pas mal sûr que oui, mais tu sais, bon, quand le film a commencé à être en développement, est-ce que Trump était au pouvoir? Je ne sais pas. C'est sûr il faut donner une raison pourquoi le Wakanda, qui est si puissant que ça, qui est dans le continent le plus pauvre au monde, a jamais aidé ses pays voisins, où il y a eu des génocides, de la famine. Donc là, on commence à douter de leur honnêteté d'une certaine façon. Non, on va pas vraiment dans ce sens-là. Okay. C'est plus, oui, dans le fond, on est très puissant, donc on devrait plus s'ouvrir au monde. Collaborer. C'est ce que le héros veut, en fait, s'ouvrir au monde. Oui, bien, c'est ce qu'on comprend durant le film. Parce que là, quand même, il faut donner une raison pourquoi est-ce que le Wakanda était si isolé. Ouais. Et tout à coup, va plus sortir. Et, bon, c'est réussi à ce niveau-là? Pour moi, est-ce que c'est pas le film que j'ai le plus apprécié de l'univers cinématographique de Marvel? Pourquoi? Parce que, justement, vu qu'ils ont toute cette technologie-là super avancée, bien, moi, je veux voir un film où on voit tout ça, où on est transporté dans un autre monde, mais on reste sur Terre. Okay. C'est pas ça que j'ai vu, moi. C'est pas assez futuristique. Non, absolument pas, même que dans être un peu plus voyeur au niveau de la technologie. Oui, mais tu sais, comme un moment donné, vers la fin, bon, il y a une grosse bataille, et qu'est-ce qui se passe? Il amène des rhinocéros avec une armure. Faut pas donner voiler le punch. Non, les gens à la maison, c'est pas un punch. Mais tu sais, des rhinocéros avec une armure, quand tu es avancé technologiquement, veut dire... mais ça ne vend pas le punch. Tes ennemis ne verront pas que tu es plein d'argent si tu envoies des rhinocéros. Non, c'est une bataille dans le Wakanda entre eux. Donc, il n'y a pas d'ennemis là-dedans. Donc, tu n'as pas été tant fasciné par le film. C'est un détail. C'est un bon film. C'est pas le film que j'ai le plus apprécié. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Marvel a mis ensemble, parce que le Wakanda, bon, ça n'existe pas, donc c'est une culture qui n'existe pas. Ils ont mélangé toutes sortes de cultures ensemble, et vu que je m'y connais pas assez dans toutes ces cultures-là, il y a probablement 1 million de détails que j'ai pas remarqués, qui faisaient allusion et des clins d'œil, donc... Tout à fait. Un deuxième visionnement, peut-être, ça mènera vers une nouvelle opinion du film. C'est ça. Peut-être que si je me renseignerais plus sur certaines cultures africaines et que là, je reverrais le film, là, il y aurait plein de détails que je verrais. Puis, ah oui, OK, je reconnais ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, j'ai vraiment vu ça au premier degré. Mais par contre, c'est un message très important que ça envoie. Très positif. Très positif. Un peu comme Wonder Woman de DC l'année passée. C'est vrai, pour les femmes. Une femme peut être la tête d'affiche d'un gros film d'action et ça marche à 100 000 %. Et là, ce qu'on envoie comme message, c'est des Noirs, toutes des Noirs, ça peut très bien marcher aussi au niveau du box-office. OK. Et puis, en terminant, on y va avec les thumbs up, les thumbs down? Siskel et Ebert, 2 thumbs up. Siskel et Ebert, Nicolas, Amélie et Stéphanie. Daniel a dit 1 thumbs up, 1 thumbs down. C'est partagé sur le plateau. J'en donne un, pas 2.
Juste un. T'en donnes OK. un, pas deux. OK. Non, pas deux. Donc, on reste neutre ici. Là. Mais pour la communauté africaine-américaine, c'est quand même une révolution, c'est très important. Je suis sûr que ça vaudrait Two thumbs up. two thumbs up Parfait. pour beaucoup de gens. Mais encore une fois, de mon côté, je pense qu'il faudrait que je me renseigne un peu plus pour pleinement apprécier Black Panther. Ben, écoute, Excellent. Merci. un gros merci, Nicolas. Merci, Nicolas. The revolution will be live. Aujourd'hui, 10 février, à Laval, il y a énormément d'énergie. Une des raisons, c'est la venue de Philippe Laprise. Bonjour, Philippe. Hey, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi? Caroline, je suis content que tu dises énergie. C'est comme si j'avais amené mon énergie à Laval. Ben ça aide parce que... Non, mais quand on est proche de toi, là, c'est sûr qu'on sent de quoi, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Il se passe de quoi? Il y a des flamèches avec tout le monde. Mais je suis vraiment content d'être là. Écoute, d'année en année, on est de plus en plus chanceux. C'est extraordinaire. C'est un événement vraiment le fun. Puis aujourd'hui, la météo est tellement de notre côté et il y a tellement de neige cette année. C'est le fun. Elle a pris des vacances 2 jours en janvier, elle est partie, puis elle est revenue tout de suite le lendemain. Fait que c'est extraordinaire. C'est fantastique. Donc, ici, on est avec le club VTT Équad de Laval pour un événement qui est pour amasser des fonds pour Panda. Oui. Donc, Panda, c'est la raison pourquoi tu es ici, entre autres. Exactement. Panda, donc, c'est des personnes aptes à négocier avec le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, je suis le porte-parole, tu sais. Puis, c'est justement pour le TDAH, en fait. Des fois, je résume ça au TDAH. Puis, c'est pour ramasser de l'argent pour aider les familles, donner du support, donner de la formation à tout ce beau monde-là, puis les aider, tu sais. Puis, ça fait 3 ans que le club ici fait ça. 3 ans que je trouve ça le fun parce que, au niveau du Québec, où est-ce qu'il y a plus de pandas, c'est sur la Rive-Nord. Fait que Sainte-Thérèse, il y en a plein partout, tu sais. Fait que je trouve ça bien le fun, tu sais, mais on envoie l'argent partout, tu sais. Et là, je trouve ça très drôle parce que mon caméraman d'Histoire de Sentier, qui est habitué de faire de la télé, est arrivé un peu comme n'importe quoi, puis il a fait « Oh, ils font un reportage », puis il est reparti. Alors, il s'appelle Baptiste. Il est vraiment extraordinaire. Je t'aime, Baptiste. Mais c'est extraordinaire. C'est ça. Et toi, tu es un amateur de VTT, quoi? Ben oui, moi, écoute, j'anime depuis déjà 5 ans Histoire de Sentier RDS. Puis j'adore le quad depuis des années. Écoute, moi, je me souviens, quand j'ai eu mon premier contrat de télé, la première affaire que j'ai fait, c'est m'acheter un quad. Ah ouais. Fait que m'acheter un 4 roues. Fait que ça a été ça. J'ai fait, yes, je me suis acheté un 4 roues enfin. Puis j'adore ça. Fait que je suis vraiment passionné de ça. Puis de voir ces gens-là s'impliquer de même, de prendre le temps de le faire parce qu'ils sont pas obligés de faire ça. Puis c'est un beau rassemblement. Écoute, on doit être à peu près... Là, en ce moment, il y a une centaine de quadistes qui ont déjà passé. Ils sont venus donner un don, viennent manger un hot dog, manger des frites, puis ils repartent après ça dans leur randonnée dans cette belle journée-là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est important de faire ça. Puis autant pour la cause, mais autant aussi pour la cause du quad, de montrer que c'est le fun, le quad, tu sais, qu'on n'est pas tous des fous dans la tête, là, tu sais. Bien, pas des fous dans la tête, mais des passionnés, par exemple. Parce que quand on se promène ici, qu'on parle aux gens, c'est vraiment du monde qui trippe quad, là. Non, exactement. C'est des passionnés, des gens qui aiment ça, des gens qui aiment l'aventure. Tu sais, moi, je dis toujours, c'est découvrir la face cachée du Québec. Tu sais, que ce soit en quad ou en motoneige, je vais inclure les deux, mais c'est vraiment ça. Tu pars en quad et tu découvres, tu t'en vas à Québec, mais tu passes par des chemins que tu n'as jamais vus, des affaires que tu n'as jamais vues dans nos routes, dans nos sentiers. Tu découvres des villages extraordinaires, des relais super le fun, des relais comme celui-là ici qui est au service des quadistes. Que vous veniez là, de Joliette, que vous venez de Val-d'Or, vous arrêtez ici, c'est pour vous autres, c'est chauffé. Vous avez le temps de prendre une pause pour tout ça. C'est offert par le club de Laval, fait que c'est vraiment le fun, c'est vraiment bien fait, ça. Et il y a cet événement-là pour amasser des fonds pour Panda, mais il y a aussi un spectacle annuel avec un spectacle bénéfice avec d'autres humoristes que tu as l'habitude de faire. Oui. Est-ce qu'il va en avoir un cette année aussi? D'année en année, on fait toujours un show comme ça, justement, pour ramasser des fonds parce que c'est vraiment une soirée où on ramasse quand même assez beaucoup. On parle de 35 000, 40 000. Fait que, tu sais, c'est comme souvent des grosses sommes. Fait qu'on est bien content de ramasser ça. Puis, je veux le faire d'année en année parce que j'aime ça. Je trouve ça le fun. Ce que j'aime aussi, c'est que je dis jamais des invités. Fait que c'est moi avec des invités et les gens sont jamais déçus. Écoute, 2 fois, Louis-José est venu, Pat Grou est venu, Mario est venu, Jean-Michel est venu. Tu sais, je peux vous nommer tous ceux qui sont venus dans les dernières années. Puis, évidemment, c'est des amis que, vous savez comment ça marche. Des fois, j'ai des pannes dans leur fondation, puis des fois, ils me dépannent dans la mienne aussi. Fait qu'ils viennent m'aider. C'est de l'aide mutuelle, tu sais.
Juste dire aussi que ce qui est hot, là, c'est que d'année en année, ça grossit. Ouais. Tu sais, je veux dire, les gens sont là cette année, Content était là l'année passée aussi, je pense. Mais Content est là, CF Moto se rajoute. Il y a Nado Sport qui est là aussi. Je suis vraiment content. Fait que, tu sais, tous les concessionnaires de la Rive-Nord, de Laval, de n'importe où, vous avez le droit de venir puis de participer aussi puis de venir vous amuser avec nous autres, moyennant un don à Panda, évidemment. Évidemment. Mais c'est super aussi parce que ça permet aux gens d'essayer les nouvelles bébelles. Oui, parce qu'il y a vraiment des essais, il y a vraiment des... Écoute, là, tantôt, tu as été très impressionné qu'ils sont partis avec un Mavic 5 à 1000. Fait que, tu sais, c'est des nouvelles affaires qu'on peut essayer puis s'amuser. Fait qu'on partage notre passion avec des gens qui ne l'ont jamais fait. On peut initier des gens aussi. C'est vraiment une journée pour ça, tu sais. Exactement. Comme j'ai hâte de te voir tantôt quand tu vas faire ton intro, là, je vais probablement te filmer pendant que je fais mon intro aussi en même temps. Ça va être le fun. Parce que, anyway, ça va être super. Ça va être écœurant. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben, on est prêt. On part. C'était Caroline Lessard avec Philippe Laprise. C'est parti. À la prochaine. Tu sais-tu comment te partir? Ben oui. J'ai déjà... OK, bon, attends. Tiens-moi ça. Hey, j'ai été élevée sur une ferme, moi. Hein? Ah ouais? Ben oui. T'es pas allé dans l'amour et dans le pré, toi? Non, non. Je connais. Puis mettons, pour avancer, tu ferais quoi? Ben là, je paye sur le gaz. Vas-y, voir. Mais dans mon temps, il était ici, le gaz. Mais... Attention, monsieur. Hein? Mais en même temps, on peut pas partir. Tu sais pourquoi? Parce que le break est là? Non, on n'est pas attaché et on n'a pas de casque. La sécurité, c'est ce qui est le plus important.